bienvenue à cette série Entrepreneurs sous les projecteurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe Martineau. Bienvenue, Jean-Philippe. Merci. Donc, Jean-Philippe, j'aimerais te connaître un petit peu plus. Qui tu es, c'est qui l'entrepreneur et, bien entendu, la compagnie que tu diriges? Oui, bien écoute, peut-être pour faire un petit récapitulatif de mon parcours, il y a peut-être une dizaine d'années, je commençais, même un petit peu plus, je commençais le cégep sans trop savoir où est-ce que je devais m'en aller. J'ai décidé, je voulais aller en police, ça n'a pas marché, j'ai décidé d'aller en sciences informatiques et mathématiques. J'aimais pas ça, je me suis retrouvé en sciences humaines pour qu'un jour un orienteur me dise que je devais aller en marketing. Donc, j'ai décidé de suivre la voie de l'orienteur puis aller en marketing sans trop savoir ce que j'allais faire avec ça. Mais je faisais plein d'occupations autour de ça. Je faisais beaucoup de sport, je faisais de la musique. J'ai travaillé en vente toute ma vie pour ultimement graduer. Puis non plus trop savoir ce que j'allais faire, travailler en finance dans une banque, être activateur de marque également pendant 2 semaines, juste à temps que je réalise qu'il y avait des postes en vente, qu'il y avait un futur pour ceux qui travaillaient en vente comme moi dans des commerces de détail et tout ça, pour plus au niveau commercial. Donc, j'ai travaillé pour Xerox pendant environ 2 ans. J'ai eu beaucoup de succès chez Xerox, ce qui m'a amené à justement me faire recruter pour aller travailler chez Oracle, gérer une division dans l'Est du pays avec des représentants des ventes qui étaient basés à Boston pour un certain produit spécifique pendant environ 1 an. J'ai toujours été fasciné par le monde des startups. Donc, j'ai un de mes amis qui est venu me chercher pour aller travailler justement chez Tractic pour partir un nouveau projet plus dans le domaine hospitalier, essayer de faire de vendre le produit qui était vendu dans un autre marché vers le marché hospitalier, explorer ça. Ça a malheureusement plus ou moins fonctionné. Par contre, mon background hospitalier puis mon background de start-up, d'un, m'a fait revenir chez Xerox plus dans le milieu gouvernement, organismes sans but lucratif, associations professionnelles et tout ça. Puis faire la consultation aussi plus sur le côté avec des gens qui essayent de se partir des startups, des tech startups qui n'ont peut-être pas nécessairement de background business. Donc, j'ai travaillé toute ma vie à l'emploi dans le domaine de la vente à différents niveaux, gestion d'équipe, gestion de projet, la vente pure et dure. Puis en est venue la pandémie. Donc, la pandémie est arrivée. Évidemment, j'ai perdu mon emploi, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai décidé juste de m'afficher en disant je vais aider tout le monde, toutes les startups qui ont des problèmes au niveau de leur soit de leur vente, leur commercialisation de produits, ou qui doivent se réinventer, ou qui doivent justement congédier, mettre à pied des gens et peut-être procéder à une stratégie de réembauche éventuellement. Je vais les aider avec ça. J'ai une compagnie qui m'a approché en me disant « Fais-tu du recrutement? » Donc, j'ai dit « Sur papier, oui. J'en ai fait avant indirectement, donc je peux sans doute t'aider. » Puis ça a commencé comme ça, à vrai dire. Ma compagnie a commencé comme ça, un peu à mon compte. J'ai appelé un de mes vieux amis du secondaire que je n'avais pas vu depuis un bon bout de temps, que je savais qu'il faisait du recrutement, pour lui dire « Peux-tu m'apprendre comment on agit ou comment on travaille en recruteur indépendant? » Il m'a dit oui. Il est venu chez nous tous les mercredis. Je l'invitais je le payais en bière, je le payais en... C'est ça, j'allais dire, il était gâté, lui, là. C'est ça, exact. Donc, je le payais un peu avec ce que j'avais, dans le fond, pour qu'il puisse m'aider. Il a vu un peu le cheminement, il a vu le potentiel, il a vu le fait que, de un, je ne me faisais pas solliciter juste par une compagnie, mais par d'autres compagnies qui étaient dans la même situation. La pandémie a vraiment eu un très gros impact positif pour beaucoup de tech startups qui ont reçu des milliards et des milliards de dollars d'investissement. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent ce qui arrive, là. C'est un petit peu un backlash du début de la pandémie, mais au départ, tous les investissements étaient orientés vers les technologies. Toutes les entreprises qui devaient se transformer au niveau technologique ou qui étaient des entreprises technologiques à la base, dans le fond. Donc, il y avait un gros potentiel. J'ai fait beaucoup d'argent en quelques mois, au point que je pouvais laisser mon emploi techniquement puis juste vivre d'essayer de me partir une entreprise, dans le fond. Donc, on avait la même vision, on avait les mêmes pain points avec le marché du travail, avec le marché du recrutement, avec
nous-mêmes au sein de notre emploi, ce qu'on aimait moins, ce qu'on aimait mieux. Puis on a décidé de bâtir quelque chose qui était vraiment à notre image, qui est devenu ultimement en septembre 2020 Oxo Recrutement, qui est une agence de recrutement qui travaille uniquement avec les tech, startups et scale-up de l'écosystème nord-américain, donc tant des entreprises de Montréal qu'à l'opposé Californie. Puis travaillant quasi exclusivement que sur des rôles techniques, dans le fond, donc développeurs, ingénieurs informatiques. Donc, tout ce qui est en forte demande pour pouvoir faire croître justement tous les nouveaux produits et les nouvelles innovations qui se bâtissent, bref, qui se sont bâtis initialement avec ou qui ont grossi ou qui a eu une expansion justement avec la pandémie, essentiellement. Donc, c'est pas mal ce qu'on fait, c'est pas mal ce que je fais, c'est pas mal ce que Oxo fait. Je ne sais pas si tu voulais que je te donne un peu. Oui, c'est bon. Puis vous êtes rendu combien d'employés maintenant? Oui, bien là, en ce moment, on est rendu 4 employés au total, donc plus les 2 partenaires. Ouais. On a eu ça a été beaucoup d'apprentissage, puis je pourrais y revenir un peu plus tard, mais évidemment, on a commencé par des stagiaires, on a eu des employés temps plein. On a pris une orientation qui a moins fonctionné. On a décidé de changer notre cap en fin 2021, début 2022. Puis en ce moment, on est vraiment sur une bonne direction avec une équipe très tissée serrée, solidaire, qui s'entraide, qui ont un peu la même vision, qui ont un peu le même background aussi d'une certaine façon, du moins qui ont plusieurs caractéristiques qui font en sorte qu'il y a une très belle unité dans l'équipe. Ah, c'est une bonne nouvelle parce qu'on aime ça avoir des belles histoires RH, hein, fait que t'es inspirant. Fait que c'est bon, tu m'as quand même donné un bon parcours, là, qu'est-ce qui t'est, c'est quoi ton entreprise, c'est quoi tes objectifs à atteindre? Est-ce que tu as des objectifs précis que tu aimerais atteindre parce que tu as parti ça comme ça, mais là, j'imagine qu'avec un peu de recul, tu te dis, ça va pas pire mon affaire, je veux m'en aller là. C'est c'est quoi tu vises comme objectif, puis où est-ce que tu t'en vas? OK. Bien, écoute, c'est une très bonne question. C'est sûr que nous, notre objectif principal, puis là, évidemment, le marché change un peu en ce moment, donc on est beaucoup. Puis l'été, c'est un moment plus slow là, pour l'industrie en général. Personne ne prenne des vacances. Fait que c'est un moment pour nous beaucoup qui nous permet de réfléchir puis peut-être de prendre différentes orientations. Je te dirais que, évidemment, notre objectif principal, c'est de terminer de bâtir l'équipe principale. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé il y a déjà plusieurs mois, là, dans le fond. Là, depuis 2021, on a commencé ça. L'équipe, il y a eu une certaine croissance. On a eu on a fait notre première, on a fait une embauche en juillet. Bon, il y a eu du mouvement, mais bref, les gens qui sont encore chez nous, on a une embauche qui date de novembre, puis on a fait plusieurs embauches en janvier, février, jusqu'en juin. Janvier, février, juin, là, dans le fond, pour les 4 personnes. Puis, dans le fond, nous, notre objectif, c'est de pouvoir bâtir l'équipe principale qui va être basée essentiellement dans l'Est du Canada. Donc, on a une culture très... ça ne dérange pas si les gens sont basés un peu n'importe où, tant qu'il y a une certaine proximité avec l'écosystème ici, parce qu'il y a un but par rapport à ça. Mais si on embauche du monde à Vancouver ou à l'extérieur du pays, par exemple, plus aux États-Unis, ça ouvre aussi des opportunités pour nous. Parce que nous, essentiellement, notre objectif principal, c'est de finir de bâtir l'équipe. Après ça, on a plusieurs directions qu'on aimerait sans doute prendre. On a une direction plus orientée sur l'expansion de nos services parce que nous, notre but ultime, notre vision, c'est de pouvoir desservir, c'est de pouvoir avoir un impact de A à Z dans le cycle de vie d'une tech startup. Donc, de sa confection, du moment où est-ce qu'elle est enregistrée jusqu'à ce qu'elle soit acquise ou elle tombe publique, donc qu'elle atteigne un stade de maturité. En ce moment, nous, on travaille beaucoup entre ces 2 éléments-là, donc très précis dans le cycle de vie d'une compagnie, mais par l'expansion de produits plus adaptés, puis pouvoir commencer d'une certaine façon plus en mode consultation, travailler plus en mode recrutement, offrir des outils de fil en aiguille. C'est différentes avenues qu'on aimerait prendre. Donc, oui, il y a l'expansion de marché, peut-être ouvrir d'autres bureaux ailleurs, plus locaux, où est-ce qu'on va pouvoir avoir un footprint local dans les différents écosystèmes principaux dans le fond, en Amérique du Nord, mais aussi de pouvoir offrir une gamme de produits, de services, puis même peut-être un produit unifié, dans le fond, qui va pouvoir aider les compagnies avec lesquelles on travaille.
Très bien. En tout cas, c'est une belle vision. Non, c'est assez clair. Puis moi, j'aime ça. Tu sais, vous êtes une équipe jeune. En tout cas, l'associé, et j'ai pas connu l'autre, mais la date, vous êtes quand même une équipe jeune. Puis je pense que d'avoir une vision comme ça, tu as du temps devant toi. Fait que il faut mettre l'objectif loin pour que ça vaille la peine de se défoncer à chaque semaine. C'est pas à si long terme que ça. Tu sais, l'équipe en soi, nous, d'ici la moitié de l'année prochaine, ça serait quand même un objectif atteignable. Réalistiquement parlant, peut-être la fin de l'année prochaine. Mais en parallèle, il va y avoir tous les autres projets vont déjà être en mode kick-off, techniquement. Quand même. 2024 va pouvoir servir à juste initier les autres initiatives qui sont déjà prêtes techniquement. Donc, le roadmap est déjà fait. On a toujours un roadmap très concret des 2 prochaines années qui suivent, mais on essaie toujours aussi d'avoir peut-être un roadmap exploratoire des 3 années subséquentes. Fait qu'un top 5 ans avec 2 ans précis, puis 3 ans plus exploratoire, dans le fond, plus sans travailler en détail là, immédiatement là-dessus. Ah ben, je suis contente d'entendre ça parce que j'enseigne beaucoup à mes clients les objectifs puis d'avoir un plan écrit. C'est que seulement 3 des entrepreneurs qui en ont un, et c'est eux qui détiennent 98 de la richesse. Donc, watch out, tout le monde. Philippe, il va aller loin. Ben, ça nous a pris 2 mois à écrire notre plan d'affaires, évidemment en travaillant en même temps, parce que là, j'ai manqué un bout, mais j'ai été mise à pied temporairement quand j'étais chez Xerox pendant la pandémie, mais on a retrouvé notre emploi, évidemment, de fil en aiguille. Donc là, je devais jongler avec un 40 heures plus le temps que je pouvais investir, fait peut-être un 30 heures par semaine à bâtir ça. Fait on a peut-être passé un mois et demi, 2 mois à que bâtir le plan d'affaires, le plan d'exécution. Très exhaustif. On a peut-être trop fait, mais c'est pas grave. Il y a peut-être 10 de ce qu'on a écrit qu'on applique encore aujourd'hui, mais au moins, on a commencé avec quelque chose, puis c'est juste de refaire évoluer ça. C'est excellent. Moi, je prône beaucoup ça, de se faire des objectifs, d'avoir un plan 90 jours qu'on révise aux 3 mois, puis après ça, on se met en action, puis on s'ajuste, comme tu dis, à un moment donné. Oui, c'est le fun de viser loin, mais des fois, ça va plus vite quand on le met, l'objectif, puis on y arrive avant notre objectif. Exact. J'aimerais ça savoir tes meilleurs clients, c'est qui? Parce que là, tu as une tribune, bien entendu, via Action Coach et nos plateformes. Tu vas probablement partager aussi via les tiennes, mais est-ce que si tes clients t'entendaient ou tes clients idéaux, là, à quoi ils ressemblent, ces clients-là? Je ne peux pas nécessairement disclose mes clients, mais je peux te dire un peu le portrait de mes clients avec qui on travaille. On dit beaucoup qu'on travaille avec les tech startups, plus du mode série A à IPO, dans le fond, qui sont publics, là, dans le fond. Donc, c'est en ce moment, on travaille avec des... Je vais reformuler ça autrement parce que la réalité, c'est qu'il y a des facteurs qu'on prend en considération pour travailler avec une compagnie. Il faut que ce soit une compagnie qui est product-based, dans le fond, donc qui a un produit en tant que tel innovant qui sont après bâtir. Technologique, là, évidemment, donc une application, un logiciel, quelque chose un SaaS, quelque chose de technologique. La culture est extrêmement importante, l'aspect croissance, l'aspect un peu Silicon Valley style, dans le fond. Donc, pas une compagnie qui va nécessairement suivre. Si une compagnie est self-funded, donc est auto-financée, puis elle a quand même une croissance au niveau de l'innovation de son produit et tout ça. On qualifie vraiment ça avec le cool factor. Est-ce qu'il y a un cool factor dans cette compagnie-là? Est-ce que la compagnie, les gens veulent travailler là? Il y a un aspect un peu cool au niveau du produit, au niveau de qu'est-ce qu'ils font, au niveau de la manière qu'ils opèrent. C'est vraiment ce qui est le plus important pour nous parce que ça s'ensuit avec nos valeurs qui sont très importantes. Tu pourrais dire non à un client qui rentre là, puis il dit mettons que c'est vraiment plate comme produit, là, tu serais capable de leur dire non? Okay. J'haïs dire que je me ferme, puis c'est très circonstanciel. Des fois, c'est des produits qui paraissent plates, mais l'idée est intéressante. C'est des produits pour un marché qui peut-être c'est un petit peu ennuyant, mais ils viennent désennuyer un petit peu ce marché-là, par exemple. Puis le produit en tant que tel est intéressant. C'est vraiment ça qui est
ça peut être des produits un peu plus ennuyants, mais la compagnie, au niveau culturel, est extrêmement cool. Il y a une belle synergie. Tu vois que c'est une équipe qui est dynamique. Tu vois qu'il y a une grosse emphase sur l'aspect personnel des gens, sur l'aspect justement culturel dans l'organisation. Puis qui investissent beaucoup là-dedans. Ça, c'est beaucoup plus important pour nous que beaucoup d'autres facteurs. Tu sais, on prend le risque, des fois, le luxe de refuser des compagnies qui ont certains critères qui sont moins en lien avec nous, comme des entreprises plus corporatives, plus red tape, corpo, tu sais, très veston-cravate, ou qui ne suivent pas les tendances en ce moment au niveau des entreprises. C'est des entreprises qui ne sont pas remote, sont très stock-up. Archaïque. Oui, exactement. Au côté RH, excuse-moi. Côté RH, ça fait moins partie de nos valeurs. Non, mais c'est correct. Moi, j'adore ça. Tu sais, quand tu as une niche qui est très définie, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Je pense que c'est encore plus attrayant pour les gens de l'externe de dire, hey, lui, il sait ce qu'il veut, c'est pour ça que je veux travailler avec. Puis moi, ça me parle beaucoup. Fait que j'adore ton esprit cool factor. Je pense que je vais reprendre ton expression. Oui, c'est vraiment le mot d'ordre, le cool factor. Je pense qu'on va mettre ça dans ton infolette parce que c'est quand même très marquant. De un, puis de deux, il y a plein d'affaires, je ne sais pas, mais on fait une analyse pour voir s'il y a un bon fit entre le client et nous. Si on voit qu'on peut mal opérer pour X, Y raison, que la communication. La communication, c'est extrêmement important, la transparence. On est très quick, on fait de la qualité. S'il y a de quoi qui fait en sorte que ça peut contrer ce qu'on fait d'une certaine façon, on va le dire. Puis on est très transparent, puis on est très humain dans notre approche. C'est des relations. Les relations, ça fait partie. D'avoir de bonnes relations, ça fait partie de nos 5 valeurs fondamentales. Donc, c'est sûr que c'est ça. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Des fois, si ça ne marche pas, c'est tout. C'est pas grave. Mais non. Il y en aura une autre compagnie qui vont les servir avec leurs valeurs. Exact. Tu as parlé beaucoup d'humain, de transparence, tout ça. Puis je pense que dans notre domaine, puis surtout dans le domaine du tech, il faut savoir aussi des fois s'inspirer puis se renouveler. Dans ton cas, surtout, tu es dans un domaine de l'innovation, tu ne peux pas être derrière l'appareil. Qu'est-ce que tu fais pour t'inspirer au quotidien? Ou ça peut être de façon mensuelle ou périodique? Oui. Bien, ça, je pense que ça va revenir peut-être à une autre question que j'anticipe, là, mais j'essaie d'être, puis j'ai commencé moins comme ça au début, mais j'ai beaucoup évolué comme ça là, dans les 2 dernières années, mais j'essaie d'être beaucoup plus présent, d'ouvrir mes oreilles comme si j'étais un spécialiste de l'acquisition de talent qui travaille pour une tech startup, dans le fond, puis de m'ouvrir à l'écosystème, dans le fond. Donc, m'ouvrir à qu'est-ce qui se passe sur le marché, c'est quoi les enjeux, c'est quoi que les compagnies aiment, pourquoi les compagnies ne font pas affaire avec des agences, par exemple, s'il y en a qui ne font pas affaire avec des agences, pourquoi certaines utilisent d'autres types de services, c'est quoi ces autres services-là. Ça, c'est une des choses que je fais beaucoup, parce que de un, ça me permet de driver des discussions. Ça me permet de savoir de quoi je parle et de driver des discussions. Puis, ultimement, quelque chose qui va être important pour nous, c'est d'avoir une meilleure stratégie aussi d'exposure. Donc, nous, personnellement, aussi d'être capable de donner plus de viande aux gens qui nous entourent, puis d'être capable de... je ne parle pas en one-on-one, mais vraiment sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important pour nous. Puis deux, c'est de rester à l'affût, tant au niveau... Moi, j'ai des relations directes avec d'autres propriétaires d'agences. C'est de savoir quelles sont les agences qui sont en train d'aller en chute libre, malheureusement, parce qu'ils ne s'adaptent pas. Pourquoi ils vont en chute libre? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui font en sorte qu'ils ne s'adaptent pas? Puis ceux qui s'adaptent, ceux qui continuent à croire, puis continuent à opérer, qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qu'ils font de différent? Puis souvent, j'ai beaucoup de conversations que moi, c'est des hypothèses que j'ai, puis les autres propriétaires d'agences ont les mêmes hypothèses que moi. Donc, souvent, même si j'ai de la compétition directe, j'essaie de faire en sorte de trouver des manières qu'on puisse s'entraider entre propriétaires d'agences, d'une certaine façon, pour que ce soit des agences de recrutement ou d'autres agences extrêmement compétitives sur le marché, qui a beaucoup de concurrents, un peu comme la nôtre. Des fois, je vais avec d'autres
j'essaie d'y aller un peu de tous les horizons, mais vraiment être présent, les propriétaires d'agences, puis voir un petit peu qu'est-ce qui se fait au niveau HR Tech, Recruitment Tech, les compagnies vraiment dédiées de technologie en recrutement. C'est quoi qui font différent de moi? Pourquoi quelqu'un pourrait dire j'arrête de travailler avec un humain puis je m'en vais juste avec une machine? Des fois, ça nous donne des idées d'opérer autrement aussi. Exact. Ah, c'est bien. Tu sais, tantôt, tu parlais de compétition, oui, mais moi, j'appelle ça de la coopétition avec Action Coach parce que si tout le monde élève son jeu d'un cran, ben, tout le monde va y gagner. Fait que, tu sais, je pense que tu as la bonne approche, puis c'est comme ça que tu vas rester un chef de file, puis tu vas continuer de te dépasser. C'est pas en se disant je suis en avant, je regarde pas en arrière. C'est plutôt quand tu es en deuxième position que tu forces pour être le premier. Puis c'est en regardant dans ton rétroviseur que tu vas toujours continuer de t'améliorer. Fait que travailler en équipe, c'est la coopétition, c'est simple. Oui, exact. Tout le monde veut réussir. Fait que, à un moment donné, des fois, c'est juste. Tu peux pas réussir. Tu peux réussir tout seul, mais c'est toujours plus le fun de réussir en gang. C'est ça mon take là-dessus. Là, en fait, c'est ça que j'allais te dire parce que l'entrevue arrive à sa fin. J'aurais toutes de questions à te poser, mais ma dernière, c'est quand même, on a tout un petit chaos contrôlé dans notre entreprise. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui vit un semi-chaos, là, parce qu'il est dans la croissance, ça serait quoi ton conseil ultime que tu pourrais lui donner? Deux conseils. Un, c'est le chaos, des fois, c'est un cercle vicieux. C'est d'arrêter tout ce qu'on fait et d'essayer de vraiment revenir aux bases. C'est revenir aux bases du moment que tu te faisais un plan puis tu essayais justement de te faire des objectifs SMART, là, dans le fond, d'être capable de bâtir justement un plan d'action avec les objectifs SMART, faire en sorte que tu puisses justement bien structurer ça, mais pour ça, des fois, il faut que tu appuies sur le break, d'une certaine façon. Fait que c'est vraiment d'être capable de prendre un pas de recul, de ne pas avoir peur de prendre un pas de recul. Des fois, il faut arrêter, il faut couper en quelque part. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais il faut savoir c'est quoi le problème. Puis de savoir c'est quoi le problème, c'est la clé pour essayer de bâtir une solution à travers ça. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est de s'entourer. C'est quand on a besoin d'aide, n'importe où dans la vie, quand on a besoin d'aide, c'est toujours mieux d'aller chercher de l'aide, d'une certaine façon. Puis c'est de ne pas se mettre des œillères sur, un, qu'est-ce qui se passe sur le marché, puis deux, y a-t-il de l'aide que je pourrais aller chercher juste par orgueil ou quoi que ce soit. C'est d'être assez humain puis avoir assez d'humilité pour dire ça ne fonctionne pas, j'ai besoin d'aide, puis d'aller voir des gens qui peuvent sans doute t'aider, même si ça peut être des... oui, c'est ça, d'aller voir des gens qui ont eu du succès, par exemple, dans ton industrie ou juste des gens qui peuvent t'aider à différents niveaux. D'être capable, justement, des fois, aller chercher de l'aide aussi pour des trucs que tu n'es peut-être pas nécessairement bon à faire, d'une certaine façon. Comme moi, je ne suis pas très bon en marketing, mais je m'en vais chercher de l'aide en marketing, par exemple, parce que je peux le faire par moi-même, mais si je veux bien le faire, je vais aller m'outiller de quelqu'un qui peut bien m'apprendre dans mon industrie à comment faire ça, par exemple. Tout à fait. Pour arriver à une solution que j'essaie d'atteindre. C'est vraiment juste ça. C'est d'être capable de prendre un pas de recul, puis d'aller chercher de l'aide, puis de s'ouvrir à poser des questions autour de soi. J'ai toujours quelqu'un qui m'a dit en vente, les bons vendeurs, quelqu'un qui m'a dit en vente, c'est quelque chose que j'applique dans le fond, là, mais les bons vendeurs vont écouter 80% du temps puis ils vont parler 20% du temps. Bien, si tu es capable d'écouter 80% du temps puis l'autre 20%, surtout dans une situation comme ça, d'exécuter avec la compréhension puis en posant les bonnes questions aux bonnes personnes, comme en vente, dans le fond, tu vas avoir le maximum d'informations pour prendre des décisions puis pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Ça, c'est mon take. Ouais. Non, mais en fait, j'apprécie tellement parce qu'il y a plein de leçons que j'enseigne avec mes clients que tu viens de me résumer en 2 minutes. Donc, merci pour ces derniers mots. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer, Jean-Philippe. Puis, on va t'inviter, on va te suivre sur tes plateformes puis aller consulter ton site web avec grand plaisir. Vous avez juste à taper l'information qui va être dans la clause du vidéo. Donc, merci beaucoup et on se revoit bientôt. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bye bye.